Doki Doki Literature Club sort en 2017, rien ne laisse penser qu'il va devenir un phénomène. C'est un visual novel gratuit, très coloré, très codifié, qui ressemble à des dizaines d'autres jeux du même genre. À cette époque, ce type de jeu est surtout perçu comme léger et parfois ridicule, rarement pris au sérieux. Beaucoup de joueurs le lancent par curiosité ou pour le streamer sans attente particulière. Doki Doki Literature Club joue précisément sur cette idée. Il se présente comme un jeu familier, presque cliché, et il laisse le joueur croire qu'il en comprend déjà les règles. Le début du jeu est volontairement lent et répétitif. Tu incarnes un personnage sans identité marquée qui rejoint un club de littérature composé de 4 filles aux personnalités très reconnaissables. Sayori est l'amie d'enfance, énergique, maladroite et toujours souriante. Natsuki est la fille agressive sur la défensive et aussi fragile. Yuri est timide, introvertie, passionnée de lecture, puis Monika, la présidente du club, se distingue par son calme et sa maturité, et parfois par un calme bien trop calme. Chaque journée suit le même schéma: discussion, écriture de poèmes, choix de mots pour plaire à un personnage précis. Le jeu prend le temps de t'installer dans cette mécanique et te donner l'impression de maîtriser ce qui se passe. À ce stade, des DLC ne surprend jamais. Il rassure, il confirme les attentes du joueur. Progressivement, Sayori commence à changer. Pas de manière brutale, mais par petites touches. Elle arrive en retard, elle s'excuse plus que nécessaire, et ses dialogues deviennent de plus en plus lourds. Un jour, elle parle clairement de sa dépression. Elle explique ce que ça fait de se lever chaque matin avec un poids constant, l'impression d'être inutile, de fatiguer les autres simplement en existant. La scène est écrite de façon très directe. Sans mise en scène dramatique, c'est justement ce qui la rend dérangeante. Puis arrive la scène centrale du jeu. Le joueur va chez Sayori, la maison est silencieuse, la musique est presque absente, le jeu te laisse monter les escaliers sans accélérer le rythme, tu ouvres la porte de sa chambre et l'image reste affichée. Aucun fondu, aucun choix et aucune protection. Cette scène marque une rupture nette. Beaucoup de joueurs ferment le jeu à ce moment-là. Internet commence à réagir massivement. Après un tel choc, on s'attend à une conclusion, mais DDLC fait exactement l'inverse. Le jeu redémarre, comme si de rien n'était. Sayori n'existe plus, son nom disparaît des dialogues, et les autres personnages ne la mentionnent plus jamais. Le jeu agit comme si l'événement n'avait jamais eu lieu. Ce n'est pas présenté comme une conséquence dramatique, mais comme une correction. C'est à ce moment précis que beaucoup de joueurs cessent de faire confiance au jeu. DDLC ne se contente pas de choquer. À partir de là, la structure du jeu commence à se fissurer. Yuri devient instable, ses dialogues s'allongent anormalement, elle répète certaines phrases et son comportement devient obsessionnel. Visuellement, ses sprites changent subtilement et son regard est trop fixe. Natsuki, elle de son côté, est traitée différemment. Ses dialogues sont interrompus par des glitches, ses sprites disparaissent brièvement et elle semble littéralement effacée par le jeu. Ce qui est important, c'est que Doki Doki ne cache pas ces dysfonctionnements, il les met en avant et les intègre à la narration. À ce moment-là, Internet commence à analyser le jeu en profondeur. Les joueurs fouillent les fichiers, partagent des captures, échangent des théories. Le jeu devient un phénomène collectif. La scène impliquant Yuri marque un autre tournant. Après un événement grave, le jeu refuse d'avancer normalement. Les journées passent, mais l'écran reste presque figé. La musique tourne en boucle, le joueur est obligé d'attendre, il ne peut pas accélérer, il ne peut pas contourner la scène. DDLC impose une durée et force le joueur à rester face aux conséquences. En stream, ce moment est particulièrement marquant. Les spectateurs attendent avec le joueur sans savoir quand le jeu va reprendre. Puis tout disparaît. Les autres personnages, l'interface, le décor, il ne reste qu'une salle vide, une chaise et Monika. Monika ne s'adresse plus aux personnages, mais directement aux joueurs. Elle explique qu'elle sait être dans un jeu, qu'elle a modifié les fichiers et qu'elle a supprimé les autres pour se rapprocher de toi. Elle mentionne même des éléments extérieurs au jeu, comme ton nom d'utilisateur système. À ce stade, DDLC ne cherche plus à faire peur, il cherche à mettre mal à l'aise en brisant complètement la frontière entre le jeu et le joueur. Le jeu ne propose plus de bouton pour continuer. La solution ne se trouve pas à l'écran, mais dans les fichiers du jeu. Le joueur doit supprimer Monika manuellement. Ce geste est simple mais symboliquement fort. Le jeu oblige le joueur à agir en dehors du cadre habituel et Internet devient essentiel pour comprendre quoi faire. Quand le jeu redémarre, il semble revivre. Tout est rose et les filles semblent heureuses.
Si Doki Doki Literature Club a autant marqué, ce n'est pas seulement pour son twist. D'abord, il a prouvé que l'apparence d'un jeu ne dit rien de son contenu. Après des DLC, les joueurs se sont mis à se méfier des façades trop innocentes. Des jeux comme Omori ou Needy Streamer Overload s'inscrivent clairement dans cet héritage. Ensuite, des DLC a popularisé une forme d'horreur méta-accessible. La manipulation de fichiers, les faux bugs, les personnages conscients de leur statut de fiction existaient déjà, mais rarement de manière aussi virale et émotionnelle. Le jeu a aussi profondément influencé la culture du streaming. Il est pensé pour être regardé autant que joué. Les réactions, les silences, les streams interrompus font partie intégrante de l'expérience. Enfin, des DLC a rendu les joueurs plus attentifs. Après lui, beaucoup ont commencé à scruter les menus, les fichiers, les détails normaux. Il a appris au public qu'un jeu pouvait mentir volontairement. Doki Doki Literature Club n'a pas retourné Internet parce qu'il faisait peur. Il l'a fait parce qu'il a utilisé Internet, le joueur et ses attentes comme des éléments de gameplay. Ce n'est pas juste un jeu à twist. C'est une expérience pensée pour être vécue collectivement une seule fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, la meilleure façon d'en parler reste la même. Ne rien expliquer, ne rien montrer, juste dire « lance-le sans te renseigner ».